Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 44 avec Guillaume Parou. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. J'ai passé des années à suivre des règles imposées par notre société qui m'ont éloigné de mes véritables aspirations, mais c'est en acceptant de sortir des cases, d'apprendre de nouvelles choses et de penser différemment que j'ai révélé mon véritable potentiel. Je dis souvent que dans la vie on n'y arrive jamais seul, alors j'ai choisi de vous accompagner où que vous soyez pour vous apporter plus de valeur dans votre quotidien. Chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, on va parler d'une thématique très en vogue en ce moment qui intéresse des milliers de personnes à travers le monde et semble révolutionner l'éducation et la pédagogie telles qu'on les connaît aujourd'hui. Comment apprendre à apprendre ? Un sujet absolument passionnant qui nous pousse à revoir nos propres acquis et à se poser les bonnes questions. Et pour en parler, j'ai invité une référence dans ce domaine en France, Guillaume Parou, qui s'est fait connaître grâce à sa formation Apprendre à apprendre sur Open Classrooms. Je profite de cet entretien pour lui poser toutes mes questions sur l'école et la formation professionnelle qui connaissent un vrai changement, avec un regard assez critique et sans langue de bois, parce que je veux avoir des réponses claires et honnêtes. L'éducation, c'est devenu un véritable business, donc je souhaite vous apporter un maximum d'informations pour vous aider à faire le tri dans tout ce que vous trouvez sur Internet et réussir à obtenir de vrais résultats. Dans la troisième partie, je retrouve Onur Karapınar, qui a sélectionné un nouveau livre cette semaine et va partager l'essentiel à retenir pour libérer notre potentiel. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous mes 3 meilleurs conseils, ce que je mets en place à titre personnel pour apprendre à apprendre de manière efficace. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Cerise qui nous dit « Je suis complètement fan de ce podcast. Toutes les semaines, j'attends avec impatience le nouvel épisode. Le contenu est super qualitatif et Manal nous donne la pêche. Merci pour ton énergie et la plus-value que tu nous apportes. » Bien écoute, merci à toi Cerise d'avoir laissé ce super message, de faire partie des fidèles auditeurs qui sont toujours là au rendez-vous. Tu n'as pas idée à quel point ça me fait plaisir. Si vous aussi vous souhaitez me laisser un avis, rendez-vous sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée. Laissez-moi 5 étoiles ou un avis positif avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs. Passionné par l'entrepreneuriat et les technologies de l'éducation, il a réussi à combiner ces deux domaines pour réaliser un projet de taille, contribuer à révolutionner l'apprentissage et la formation tels que nous les connaissons aujourd'hui. Il fait partie des meilleurs professeurs sur Open Classrooms, le leader francophone du e-learning, et sa formation Apprendre à apprendre a déjà été visionnée par des dizaines de milliers de personnes. Il se qualifie lui-même comme étant un hardcore learner, toujours en quête de nouveaux savoirs pour se mettre à jour et développer de nouvelles compétences. Apprendre pour transmettre, parce que développer une connaissance, c'est la multiplier. C'est une vision que nous partageons tous les deux et l'une des étapes clés pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il est avec moi aujourd'hui au sein des bureaux d'Open Classrooms à Paris pour répondre à mes questions. Guillaume Parou, bonjour. Bonjour Manal. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci de m'accueillir ici dans vos locaux. Merci d'avoir fait le déplacement, c'est un vrai plaisir. Alors Guillaume, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Pour permettre au plus grand nombre de s'épanouir à travers l'apprentissage, qu'il soit autodidacte ou pas, et pour contribuer, apporter ma pierre à la révolution de l'éducation à travers les technologies.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien d'abord savoir un peu plus sur votre parcours, parce que je trouve que c'est toujours très intéressant de revenir un peu en arrière pour se rappeler quels étaient nos rêves quand on était enfant. Alors vous, Guillaume, vous rêviez de quoi étant plus jeune ? Alors moi, quand j'étais plus jeune, donc on va dire adolescent, l'âge où on commence à avoir des aspirations ou des projections professionnelles, je voulais être un skateur professionnel. Ah d'accord, donc rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. Alors rien à voir sur le papier, mais on peut toujours trouver des connexions. Et l'apprentissage du skateboard, ça peut servir d'analogie pour beaucoup de choses de ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est un sport qu'on dit extrême, donc c'est un sport où il faut prendre des risques pour saisir des opportunités, apprendre de nouvelles figures, donc développer une panoplie de figures qui est infinie en fait. Il n'y a pas de fond à tout ce qu'on peut apprendre dans le skateboard, et c'est une courbe d'apprentissage qui est très difficile. C'est très difficile au début de commencer à pouvoir faire des figures, et quand on commence à en avoir, on peut les combiner à force d'essais, d'erreurs, de chutes, et de se relever. Donc en fait, le skateboard, ça a permis de forger en moi un vrai goût et une posture d'apprentissage qui, je pense, a joué son rôle dans ce que je fais aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant de voir en fait le parallèle vraiment entre les deux. Et dans le skateboard, on tombe beaucoup, donc ça vous apprend aussi à supporter la douleur, j'imagine. Exactement, sans résilience, on ne peut pas aller très loin dans le skateboard. Donc, en l'occurrence, moi je ne suis pas devenu professionnel ou je n'ai pas atteint... Mais pourquoi justement ? Pourquoi vous n'avez pas continué sur cette voie-là ? Alors, je pense que c'était un choix très pragmatique. Le skateboard en France, c'est un secteur dans lequel il y a très très peu d'argent, il y a très peu d'élus, beaucoup de candidats, des gens très doués, donc ont un talent qui surpassait le mien, un talent et aussi une volonté qui dépassait tous les efforts que je pouvais potentiellement investir là-dedans. Donc une fois je me suis fait la remarque en regardant donc, les très grands skateurs, qu'ils soient français ou américains, je me faisais la remarque que s'ils avaient canalisé l'effort qu'ils mettent dans le skateboard, ils sont dans l'entrepreneuriat, ils auraient déjà créé des entreprises à succès fulgurant. Enfin, la marche, en fait, le retour sur investissement dans le skateboard est ridicule, avec des sacrifices gigantesques comparé à un retour sur investissement dans d'autres domaines. Entrepreneuriat, business ou autre. Mais nous, on a un exemple quand même français avec Ty Chris qui a bien réussi en tant que skateur et qui a développé aussi un business. Il est devenu entrepreneur. Donc lui, il a réussi un peu sur les deux plans. Ouais, c'est ça. Lui, il a été en fait un petit peu le leader donc, du roller au bon moment. Il avait le bon timing et du coup, il a pu servir un petit peu de tête d'affiche pour tout un sport. Et donc, ça lui a permis donc, de devenir un capitaine d'industrie dans l'industrie naissante au bon moment. Et je trouve que le sport fait souvent de bons entrepreneurs. Parce que moi, j'aime beaucoup justement comparer l'entrepreneur à un grand sportif. Il y a pas mal de points communs. Dans le sport, que ce soit au niveau récréatif, et c'est encore plus vrai au niveau professionnel, pour se dépasser, c'est vraiment contre nous qu'on lutte. Donc ça, c'est le cas dans les sports individuels, mais aussi dans les sports collectifs. Et donc, on doit développer une espèce de discipline qui est très facilement réutilisable, enfin très facilement, qui en tout cas peut être réutilisable dans l'entrepreneuriat. Donc j'espère que le skateboard me servira plus tard quand moi j'irai plus loin dans mes aspirations entrepreneuriales. Mais je pense que ça vous a déjà même servi maintenant, finalement. Oui, certainement. Certainement. Même si aujourd'hui donc j'ai pas réussi dans l'entrepreneuriat, par faute d'avoir essayé. Mais vous entreprenez de grands projets. Mais en tout cas, je contribue à la réalisation de visions de grands projets donc, par des entrepreneurs visionnaires. Et pour les suivre, c'est bien de soi-même comprendre un petit peu comment fonctionne les ficelles d'une création d'entreprise. Totalement. J'ai vu que vous avez fait une école de commerce, comme beaucoup de mes invités dans le Manal Show. Vous avez appris quoi exactement là-bas ? Alors, quand on y est et quand on en sort, on a tendance à être... assez critique sur ce qu'on y a appris. Moi, la plupart de mes invités me disent que c'est un peu du bullshit, en fait. Il y a une grande partie qui est du bullshit. En fait, la manière dont c'est enseigné, c'est du bullshit. Le contenu en lui-même, il est très intéressant et en fait, c'est charge à nous, étudiants, de bien l'appliquer. Ça, c'est quelque chose, c'est un concept super important dans toute cette philosophie d'apprendre à apprendre, c'est la responsabilité individuelle. C'est de la responsabilité de l'étudiant
de faire quelque chose avec les compétences qu'on lui transmet. Il y a aussi une responsabilité vis-à-vis de l'enseignant et de l'école de mettre en place des conditions et des modalités d'apprentissage qui sont optimales, qui permettent un retour sur éducation le meilleur possible, dans les meilleurs temps possibles. Oui, il n'y a pas que le contenu, il y a aussi la forme, les méthodes qu'on met en place en fait, pour pouvoir appliquer ce qu'on apprend dans sa propre vie. C'est bien facile d'aller dire aux étudiants « mais pourquoi est-ce que tu n'as pas appliqué ce que je t'ai appris ?» quand l'étudiant ne sait pas créer l'opportunité. Donc en fait, l'école, c'est censé être un créateur d'opportunités d'apprentissage. Donc il est censé créer le contexte dans lequel les étudiants vont pouvoir aller pratiquer ce qui a été appris. J'aime bien cette définition. L'école devrait être un créateur d'opportunités. Ouais. Devrait. Aujourd'hui, vous êtes Learning Experience Designer. Bon, j'ai aussi lu Hardcore Learner. C'est pas des termes qu'on entend souvent, c'est quand même assez peu commun. Non. En quoi consiste exactement votre métier ? Alors, mon métier, aujourd'hui, c'est de digitaliser des diplômes. Voir comment est-ce qu'on peut prendre un métier, quel qu'il soit, l'analyser, le déconstruire en un référentiel de compétences, une liste de compétences à acquérir pour exercer le métier, et comment après est-ce qu'on fait en sorte que les étudiants puissent acquérir ces compétences à leur rythme, donc à un prix accessible, tout en ligne, d'où ils veulent. Enfin, il y a un champ des possibles qui est énorme, et donc mon métier, c'est de créer des cursus pour donner accès à l'éducation et à l'emploi à qui le veut. Moi, la formation professionnelle, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai travaillé au sein des plus grands réseaux de formation continue en France. Et d'ailleurs, ces organismes sont en train de se faire disrupter. Désolée de le dire, mais c'est la vérité. J'ai l'impression aussi que Open Classrooms fait partie de ces disrupteurs quand même. Alors, on est définitivement des nouveaux entrants dans le marché de la formation professionnelle. On apporte quelque chose de nouveau. Donc forcément, ça fait bouger un peu les lignes. En tout cas, moi, lorsque je travaillais dans cette entreprise que je ne vais pas citer, n'est-ce pas ? Franchement, je voyais que des quinquagénaires grisonnants. Ici, je vois quand même qu'il y a des jeunes, une moyenne d'âge quand même assez jeune. Oui. Vous êtes plutôt esprit start-up. Vous êtes une start-up même. Donc, est-ce que c'est en ça que vous apportez du changement ? Ça vous aide du coup à avoir un regard nouveau sur l'éducation, sur la pédagogie ? Alors ouais, la culture d'entreprise qu'on a, donc on peut parler de culture start-up ou scale-up si on considère qu'on a passé le stade de start-up. La culture joue un rôle énorme. C'est quoi les valeurs que vous prenez ? Il y a de l'audace, donc c'est prendre des risques, parce que le risque et l'opportunité vont de pair. Il y a la candeur, donc se dire les choses ouvertement. On a une autre valeur autour du care, d'être bienveillant. C'est plus ou moins ça, être bienveillant avec les gens autour de nous, avec nos étudiants, avec nos clients, avec toutes les parties prenantes. Ça fait très très cliché quand on le dit, mais quand on essaie vraiment de l'appliquer au comportement de chacun au jour le jour, ça fait une énorme différence, et dans l'ambiance de travail et dans les résultats de l'équipe. En tout cas, c'est bien si vous arrivez à mettre en pratique ce que vous dites et que vous avez de vrais résultats. Ouais. Parce que souvent, j'ai fait la rencontre d'entrepreneurs ou de start-up qui me parlent de valeurs, mais au final, qui ne les incarnent pas vraiment. Et je trouve que c'est quand même problématique. Donc vraiment, c'est ça le plus important, c'est d'incarner ce qu'on dit. C'est pas le tout de les écrire sur un mur. Exactement. On est d'accord. Exactement. Vous êtes l'un des formateurs les plus reconnus sur la plateforme Open Classrooms avec votre formation Apprendre à apprendre. C'est aussi l'une des formations les plus suivies en anglais sur Coursera, avec Barbara Oakley, bien sûr, une référence. Cette formation compte plus de 2 millions d'étudiants, ce qui est quand même assez énorme. Alors pourquoi y a un tel engouement autour de cette thématique et pourquoi c'est si important d'apprendre à apprendre ? Alors, il y a beaucoup de gens qui décrivent apprendre à apprendre comme la compétence clé du 21e siècle. On peut voir cette compétence comme la clé qui va après permettre d'ouvrir toutes les portes qu'on veut. Ces autres portes étant d'autres compétences. Donc en fait, c'est un petit peu, appelons ça une compétence primordiale. Elle vient avant le développement de toutes les autres compétences. Et quand cette compétence est suffisamment développée, ça va permettre une accélération de l'apprentissage sur n'importe quel autre domaine. Donc c'est une compétence qui est ultra transverse. En fait, on ne peut pas faire plus transverse. C'est ce qui explique les aussi gros volumes
d'apprenants qui s'y intéressent, c'est que potentiellement tout le monde a quelque chose à y gagner. Et en même temps, il y a aussi que le sujet est tout simplement passionnant, résonne avec tout le monde, parce que tout le monde a des expériences d'apprentissage et a déjà un rapport à l'apprentissage. Bah, si je comprends bien, en fait, c'est que quand on apprend à apprendre, après, c'est nos limites. Exactement. Après, on peut tout apprendre. Exactement. Tout au long de sa vie. Exactement. Si on décomposait un peu la compétence, une des premières sous-compétences d'apprendre à apprendre, c'est la posture d'apprentissage. Adopter une posture propice à l'apprentissage. Une fois qu'on a cette posture-là, le champ des possibles devient gigantesque, c'est nos limites, comme vous le disiez. Et à ce moment-là, on peut vraiment se projeter dans la personne qu'on a envie de devenir. Et après, tout ce qui nous sépare, tout le chemin entre la personne qu'on est aujourd'hui et la personne qu'on veut être demain, c'est un plan d'apprentissage. Alors moi, je suis très pragmatique. Donc concrètement, comment on apprend à apprendre ? Alors, il y a plusieurs choses qui vont venir permettre de transmettre cette compétence. Il y a une partie donc, qui est purement connaissance. On va dire il y a des principes théoriques qui vont servir de socle sur lequel après on peut baser de la pratique. Est-ce que les méthodes diffèrent selon les personnes ? On n'apprend pas tous de la même manière, j'imagine. Alors oui, tout le monde peut avoir des... Disons qu'il y a des aspects qui sont universels et d'autres qui sont plus individuels. Là-dessus, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a des dizaines d'années, la théorie des styles d'apprentissage était très à la mode. Donc, c'est dire qu'une personne était plutôt visuelle, l'autre plutôt audio, l'autre plutôt physique, et qu'une bonne stratégie d'apprentissage, c'était une stratégie dans laquelle les modalités d'apprentissage, donc disons, je sais pas, un podcast pour quelqu'un qui est audio. Oui, bon exemple. Et sont tout le temps alignés. Donc si on est quelqu'un d'audio, on doit maximiser l'apprentissage par l'audio. D'accord. Donc ça, c'était quelque chose qui avait beaucoup résonné. Ça s'est passé dans beaucoup d'universités. À l'université, on enseignait ça en cours de study skills. Et ça a été complètement remis en cause récemment. Et aujourd'hui, on prône plutôt le multimodal. Donc si on est quelqu'un de très audio, se forcer à aller faire un peu de tout, c'est peut-être écouter son audio et en même temps dessiner ce qu'on est en train d'apprendre, faire un schéma, une carte mentale, c'est intéressant. Prendre des notes. Ok. Donc c'est vraiment dans la diversité des modalités que les connexions se font. Dans l'une de vos conférences, vous parlez de l'obsolescence des compétences. Donc les compétences aussi ont une date de péremption. C'est ça. Et cette date de péremption, elle est dictée, étiquetée par le marché de l'emploi. Quand on parle de compétences professionnelles, les méthodes de travail changent, les outils de travail changent, donc forcément les compétences attendues des acteurs du marché de l'emploi changent aussi. Et ce qui est intéressant, c'est la tendance. La tendance, elle est à l'accélération de l'obsolescence de ces compétences. On parle de vélocité d'obsolescence des compétences. Pour donner un exemple un peu plus concret. Aujourd'hui, si j'investis, disons, dans un diplôme d'ingénieur, je peux m'attendre à ce que les compétences que j'ai apprises en première année soient déjà obsolètes avant que j'ai fini mon diplôme. Ça, il y a quelques années, c'était pas vrai. Et dans quelques années, ce sera peut-être les compétences que j'ai apprises sur mes 2 premières années qui seront obsolètes avant même que j'ai fini. Donc ça, ce qui voudrait dire que les étudiants là, qui sont à l'école et qui sont en train d'apprendre des choses, sont en train d'apprendre des choses qui seront obsolètes dans quelques années. Et bien exactement, s'ils apprennent, s'ils sont sur de la mémorisation de faits techniques qui peuvent leur servir aujourd'hui, ça, ce sera très vite obsolète. Par contre, si au lieu de faire ça, ils apprennent à penser dans leur métier, et s'ils apprennent à développer, pérenniser leur capacité d'apprentissage, là alors ils pourront toujours rebondir, peu importe les changements, qu'ils soient technologiques, managériales, économiques, bref. Puis sachant qu'on reste pas aussi dans le même univers, dans le même domaine toute sa vie aujourd'hui. Exactement, il y a ça aussi. Aujourd'hui, on peut difficilement dire à un enfant quel métier est-ce que tu veux faire aujourd'hui au singulier. Oui, bien sûr. C'est quel métier tu pourrais... Quel métier avec un S. Avec un S, exactement. Au fur et à mesure d'une carrière, on peut s'attendre à avoir 10 métiers différents. Donc il ne faut pas être trop accroché à l'idée déjà d'étudier pour un métier et après de l'exercer toute sa vie. Ça, s'il y a une chose à retenir, peut-être c'est ça, s'il y a des étudiants qui écoutent le Manal Show. Oui, il y en a pas mal. Ouais, et vous pouvez vous dire que
tenez-vous prêt à faire une multitude de métiers au cours de votre vie. Et dès que cette idée résonne en vous, c'est vachement libérateur. C'est vachement libérateur parce qu'il y a plus, ça enlève tout le stress lié à l'orientation. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Non, il n'y a pas vraiment de bon choix. Il y a un bon choix pour les 5 prochaines années. Mais après, qui vivra verra. Donc, il faut être un petit peu... De toute façon, que vous ayez 15, 20, 25 ans, 45 ans, 55 ans, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut absolument renouveler ses compétences régulièrement. Il faut vraiment continuer à se former en continu. Et c'est ça, en fait, qui va faire la différence. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien, vous allez vous retrouver sur le quai de la gare, à regarder le train passer. Et c'est quand même dommage. Donc, vraiment, formez-vous. Ouais. C'est vraiment la clé, je pense, pour aussi devenir la meilleure version de soi-même, pour progresser. Exactement, oui, c'est intimement lié. Et il y a quand même un phénomène que je constate clairement, c'est ce que j'appelle les consommateurs de contenu inspirant. C'est-à-dire, ce sont toutes ces personnes en fait qui écoutent des podcasts, qui lisent des livres, qui suivent même des formations, mais qui ne passent pas à l'action. Donc ils consomment ces contenus qui sont souvent des contenus de qualité, mais sans vraiment arriver à implémenter ce qu'ils apprennent dans leur propre vie. Vous, Guillaume, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour aider les étudiants, vos étudiants, à faire le tri dans tout ça et à mettre en place ce qu'ils apprennent ? Alors, ce que vous décrivez là, c'est les consommateurs passifs. Donc le vrai mot-clé là, c'est la passivité. Que ce soit donc dans le développement personnel, professionnel, dans l'apprentissage. Il y a une tournure de phrase que j'aime bien, c'est « apprendre est un verbe d'action ». Et il y a aussi la manière dont on planifie son apprentissage. Pour moi, l'outil le plus puissant pour passer à l'action, ça va paraître tout bête, c'est souvent des bons sens, c'est un plan d'action. Un plan d'action, un plan d'apprentissage. Ça commence par la définition d'une direction stratégique, d'une vision stratégique vers où on veut aller. Et après, c'est transformer ça en réalité avec des actions quotidiennes, hebdomadaires, marquées dans l'emploi du temps. J'adore les calendriers, je suis fasciné par les calendriers, je trouve que c'est un outil surpuissant, ça représente, c'est un canevas pour ce qu'on pourrait faire de nos vies. J'aime bien les agendas, donc on se rejoint là-dessus, effectivement c'est important de concrétiser en fait nos objectifs et nos actions, et mieux vaut justement mettre en place une petite action tous les jours, et c'est l'accumulation de ces actions qui va faire qu'on va réussir en fait. C'est ça, c'est vraiment des gains cumulés, et le plan d'apprentissage il permet de s'assurer qu'on a mis en place la structure pour prendre des actions, pour rendre cette stratégie, cette vision opérationnelle et s'assurer que le plan surtout soit réaliste. C'est un outil de calibrage, ça sert à vraiment plein de choses. Si vous êtes plus intéressé par le plan d'action, je vous montre comment vous en créez un. En tout cas, c'est très important justement, oui, comme vous le dites, de s'imaginer directement un objectif, de le définir, de l'écrire, de mettre en place un plan d'action. Et moi, il y a une méthode que je mets en place aussi pour tout ce que j'entreprends, c'est le plan des 90 jours. Découpé en petites étapes réalisables. 90 jours, c'est quoi ? C'est 3 mois. Donc au final, au lieu de regarder le gros objectif à atteindre qui peut paraître immense, c'est vraiment la montagne à gravir qu'on n'a pas envie de gravir parce qu'on trouve ça trop haut et trop dur, et bien là non, je regarde simplement les petites actions que je dois mettre en place chaque jour qui sont beaucoup plus faciles en fait à réaliser, et petit pas après petit pas, croyez-moi, et là on a vraiment des résultats. D'ailleurs c'est ce que je fais aussi avec le Manal Show finalement. Mon objectif, c'est aujourd'hui d'avoir le podcast français numéro 1. Ok ? Bel objectif. C'est un bel objectif, c'est une belle ambition. Pour ça, je me donne les moyens de faire des interviews chaque semaine pour apporter de la valeur sur des thématiques importantes. Donc voilà, si je commence à avoir le gros objectif comme ça, bien sûr, évidemment, je vais me dire que c'est pas réalisable tout de suite. Donc vraiment, le plan des 90 jours, je trouve que c'est une méthode qui fonctionne très bien. Il y a quelque chose qui est complètement dans la même veine, on va dire dans la petite sphère de l'apprentissage, c'est les 20 premières heures. L'idée, c'est qu'on veut apprendre quelque chose, ça paraît être une montagne, donc exactement ce que vous décriviez. Ça peut être n'importe quoi, d'aller d'un hobby, donc devenir bon en échecs, comme échec, le jeu de société. Oui, on peut être aussi bon en échecs. On peut aussi être bon en échecs. Pourquoi pas. Ou l'entrepreneuriat, ou l'ingénierie, le développement web, ce que vous voulez. L'idée, c'est de faire un pacte avec soi-même, qu'on va au moins s'engager sur 20 heures. Et on planifie, on provisionne son emploi du temps, les 20 premières heures pour avancer dedans.
Et donc, bon, après, il y a toute une méthodologie qui va derrière. En fait, si on regarde la courbe d'apprentissage de la plupart des domaines, sur les 20 premières heures, on fait des progrès gigantesques à pas de géant. On arrive très vite à créer des choses qui sont tangibles, qu'on peut montrer, partager. Et c'est après, quand on rentre dans un niveau d'expertise plus approfondi, qu'il commence à y avoir des plateaux, il faut commencer à mettre des centaines d'heures pour un gain en compétences un peu marginal. Mais les 20 premières heures... C'est amorcer vraiment l'apprentissage, la progression avec les 20 premières heures. C'est ça, ouais. C'est hyper intéressant, c'est génial. Et en fait, si on fait le calcul, 20 premières heures, ça veut dire, si on prend 1 heure par jour, c'est-à-dire qu'en 20 jours déjà, on peut... largement évolué. Ouais, c'est ça. Donc c'est rien 20 jours en une vie. C'est vraiment pas grand-chose quand on voit l'impact que peuvent avoir ce nouveau domaine ou ces nouvelles compétences sur une vie. Donc, je sais pas, faites l'essai. Si vous êtes auditeur du Manal Show et quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire, et prenez les 20 heures, regardez un petit peu comment vous pourriez approcher le sujet et juste jetez-vous. Et après ces 20 heures, regardez tout le chemin que vous avez parcouru. Et vous serez certainement sidéré de la confiance que vous avez gagnée, de ce que vous avez été capable de créer, les nouvelles discussions que vous êtes capable d'avoir avec les gens autour de vous. Finalement, vous allez en savoir beaucoup plus que la moyenne des gens. Oui. Et c'est en ça que vous devenez un petit expert, parce que quand vous savez des choses que les autres ne sont pas, ne savent pas, pardon, ne sont pas, c'est un petit lapsus révélateur, c'est que vous vous positionnez quand même en une personne qui a une crédibilité, en fait, qui connaît plus de choses que la moyenne des gens, tout simplement. Exact. Et ça permet après d'inspirer d'autres gens et, comme je disais, donc de s'ouvrir plein de portes, de parler avec plein de gens et d'améliorer sa qualité relationnelle. Guillaume, je vous propose qu'on lance un défi à nos auditeurs, parce que moi j'aime bien cette idée des 20 heures. Super. On va vous lancer un défi, les auditeurs, toutes les personnes qui nous écoutent, pour justement développer, définissez un domaine dans lequel vous voulez évoluer, développer des compétences, dans lequel aussi vous procrastinez depuis longtemps, qui est difficile pour vous. Faites-le vraiment. Lancez-vous ce défi des 20 heures pour vraiment amorcer cet apprentissage. Faites-le et venez partager votre expérience dans le groupe privé sur Facebook qui s'appelle Le Club, que j'ai créé justement pour les auditeurs fidèles du Manal Show. On lance pas mal de défis aussi dans ce groupe-là pour nous dire quels sont les résultats. Et là, je suis persuadée que vous allez être bluffés et qu'il y a plein de gens en fait qui n'osaient pas forcément passer le cap, passer à l'action il y a quelques temps et qui vont réussir à avoir de vrais résultats avec cette méthode. C'est une super idée et il me tarde de voir les résultats que... Franchement, moi aussi. Ouais, ça va être super. J'aime beaucoup les défis et d'ailleurs, je vais le faire aussi. Voilà, je vais définir un domaine. Venez dans le groupe et je vous dirai lequel. C'est pas impossible que je me joigne à vous du coup. Pas de problème, vous êtes le bienvenu. Super. Un club d'apprenants. Exactement. Bon, le rêve de tout prof. Depuis quelques années, on constate un phénomène assez étonnant, notamment en Corée du Sud. Et ce phénomène, c'est le phénomène des professeurs stars. Donc, ils gagnent plusieurs millions de dollars par mois, uniquement en dispensant des cours, bon, certes, devant des milliers d'étudiants quand même. Ce sont de véritables stars là-bas, vraiment. Mais je pense que, je suis en train de voir quand même que c'est un phénomène qui est clairement en train d'arriver en France. Et j'ai l'impression que ça va se démocratiser. Est-ce que l'éducation, c'est le nouveau business ? Alors, c'est un business. C'est pas que un business, mais c'est en tout cas, il y a une économie, il y a un besoin. Il y a un besoin qui n'est pas prêt de bouger parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la planète et ça fait de plus en plus de monde à éduquer. Pour rebondir sur la Corée du Sud, parce que je pense que c'est un très très bon exemple, ce qui se passe là-bas, c'est que, de ce que j'en comprends, c'est que la pression sociale pour avoir un bon métier, un bon rôle dans la société, tout est tellement déterminé par le statut social et le statut lié à l'emploi, que la pression qui est mise donc là, sur des adolescents, sur les lycéens, est devenue tellement forte. Elle est énorme. Elle est énorme et c'est ça qui crée en fait une industrie béquille au système scolaire traditionnel. C'est la culture du toujours plus. Je veux apprendre toujours plus pour maximiser mes chances de passer devant l'autre et d'avoir la meilleure université qui me donnera le meilleur job. Mais si tout le monde fait ça, ça fait que le niveau fait que augmenter de partout et c'est une course vers l'excellence. Vers l'excellence, exactement. C'est une course vers l'excellence. Et au bout d'un moment, on se heurte, et c'est ce qui arrive malheureusement en Corée du Sud, à des limites physiologiques de ce qu'on peut apprendre. Et donc, c'est des étudiants qui vont essayer de survivre leurs années de lycée avec le moins
de sommeil possible, ce qui est très mauvais pour l'apprentissage, je dis en passant, et qui vont faire d'énormes sacrifices juste pour tenir dans la compétition, dans la course. Et ça mène à beaucoup de suicides. Ils ont un taux de suicide sur cette tranche de population qui, à ma connaissance, ça doit être dans les records mondiaux. Donc là, on arrive un petit peu à un extrême triste. Oui, c'est clair, oui. On voit qu'il y a des dérives en fait. C'est, quand c'est too much, évidemment, c'est pas bon pour la personne. Mais il faut savoir que la Corée du Sud a basé quand même toute son économie sur la science et la connaissance. Ouais. C'est en ça que je me pose la question. Donc finalement, ça devient un business. Ça devient un moteur économique pour des pays entiers. Et donc en ça, il y a des politiques différentes d'un pays à un autre, et il y en a qui mettent le curseur très loin. Vous avez combien d'étudiants qui ont suivi votre formation Apprendre à apprendre ? Alors, à ce jour, c'est plusieurs dizaines de milliers, donc bientôt des centaines de milliers. Donc c'est énorme. C'est énorme, c'est un très très beau chiffre. On peut dire aussi que vous êtes un prof star. Oh, alors... Mais vous ne gagnez pas encore des millions. je gagne pas des millions. Je suis très honoré, touché qu'il y ait autant de gens qui prennent le temps de suivre le cours. Donc ça fait pas de moi une star. Même chez Open Classrooms, notre premier prof, qui est aussi notre cofondateur Mathieu, a juste beaucoup plus d'étudiants. Et ça veut dire qu'il a impacté positivement la vie de beaucoup de gens. Et on parle de faire des millions avec l'apprentissage, et là on parle de ces chiffres-là. Il y avait une idée qui était super intéressante, qui disait que peut-être qu'on devrait reconsidérer notre notion de millionnaire. Peut-être qu'un millionnaire, ça devrait pas forcément être uniquement celui qui a des millions d'euros, de dollars, d'une monnaie, mais peut-être quelqu'un qui a impacté positivement la vie de millions de personnes. Je suis complètement d'accord avec cette définition. Changer l'unité peut faire une grosse différence, et en ce sens-là, moi je suis pas encore millionnaire sur mes cours, mais je m'en rapproche, et en tout cas ça me rend tout aussi fier de savoir que j'ai aidé des dizaines de milliers de personnes à s'épanouir avec l'apprentissage. Moi, je trouve ça vraiment génial, en fait, de pouvoir bien gagner sa vie, gagner beaucoup d'argent en partageant beaucoup de connaissances, de valeurs, en aidant vraiment les gens, en ayant un vrai impact positif dans leur vie. Je pense que vraiment, c'est la meilleure manière pour moi de gagner sa vie, quoi. Donc, je suis vraiment OK avec cette idée, et au contraire, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait même valoriser. Après, c'est vrai que quand on fait le bien et qu'on le fait de manière responsable, qu'on crée de la valeur, exactement, pour beaucoup de gens. Dès lors qu'on crée de la valeur, ça peut être sujet à un échange monétaire à court, moyen ou long terme. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est normal. Et donc la société rendra de manière financière, normalement, la valeur qu'on a créée pour d'autres gens. C'est un des principes premiers de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, ça gagne combien un prof sur Open Classrooms ? Est-ce que vous êtes rémunéré au nombre de participants ? Alors non, on est rémunéré... Alors, il va y avoir différents types de profs. Il y a des profs qui sont en interne, salariés, donc c'est mon cas. D'accord. Donc là, c'est une composante de mes activités ici. Et il y a des profs donc, qui sont des professionnels du métier qu'ils enseignent, et avec qui on va travailler. Donc on va faire passer des castings pour trouver le meilleur prof pour tel domaine, et on va travailler avec eux sur quelques mois pour créer ce cours. Et donc eux, on va les payer, ça va varier en gros, ça va être quelques milliers d'euros pour quelques journées de collaboration avec nous, et notamment un passage en studio. Donc ils gagnent mieux leur vie qu'un professeur des écoles, par exemple ? S'ils faisaient que ça à plein temps, oui. C'est très éprouvant, le métier de professeur des écoles aussi. Et c'est très éprouvant. Généralement, les gens qui viennent faire un cours chez nous, c'est plutôt du one-shot. Ils ont un sujet spécialisé, ils viennent le faire une fois, ils transmettent leurs connaissances, leurs compétences, leur expertise, et c'est assez difficile d'enchaîner plusieurs cours. Guillaume, j'aime bien finir mes interviews avec des conseils concrets pour aider nos auditeurs à passer à l'action. Okay. Parce qu'ils ont du mal à le faire, la majorité des gens ont du mal à passer à l'action. Donc nous, on veut des choses concrètes. Selon vous, quels sont vos 3 meilleurs conseils
apprendre à apprendre efficacement? Alors, le premier conseil, ce serait en lien avec la posture d'apprentissage. Ça va reprendre pas mal de choses qu'on s'est dit. Mais la posture d'apprentissage, c'est aller à la rencontre de la difficulté. C'est être capable d'identifier les difficultés désirables dans ce que vous apprenez et aller les affronter. Donc, lancez-vous un défi, suivez le défi lancé par Manal, allez identifier un sujet, creusez-le et soyez super honnête avec vous-même sur quels sont les points de difficulté que vous allez éprouver et allez à leur rencontre. En fait, prenez du plaisir à rencontrer de la difficulté. Voyez la friction et la difficulté avec la maîtrise d'une nouvelle compétence comme le chemin vers la maîtrise. Le deuxième conseil, écrivez votre stratégie noir sur blanc. Donc c'est formuler votre objectif de manière spécifique, mesurable, actionnable, réaliste et ancré dans le temps. Pour donner un exemple, c'est je veux être capable de réussir à faire des pistes bleues en escalade avant la fin de l'année. Ça, c'est un objectif vers lequel on peut facilement se diriger. Troisième conseil pour finir ? Et donc ce troisième conseil, c'est on prend cet objectif et on le décline en plan d'action. Donc équipez-vous d'un plan d'apprentissage plus ou moins rigide en fonction de votre niveau de détermination dans un domaine. Et faut que votre agenda, votre calendrier reflète la personne que vous voulez devenir à travers ce plan d'apprentissage. Donc c'est mettre les choses noir sur blanc, adopter la bonne posture, mettre les choses noir sur blanc et traduire ça en créneaux dans un emploi du temps. Et après, c'est que de la discipline, des habitudes, et ça devrait rouler. Mais si vous ne l'avez pas écrit noir sur blanc, il y a peu de chances que ça arrive. Mais écoutez, Guillaume, ce sont d'excellents conseils, vraiment. Et juste pour un petit rappel, le défi que j'ai lancé à nos auditeurs, donc vous qui m'écoutez, lancez-vous sur 20 heures et venez partager votre challenge dans le groupe Facebook du Manal Show qui s'appelle le Club. Le fait de s'engager comme ça publiquement, eh bien, ça va vous aider à passer à l'action, croyez-moi. Et en plus, vous allez trouver du soutien avec toute la communauté du Manal Show, donc venez le faire. Merci beaucoup Guillaume d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Je m'hydrate. Quelle est la personne que vous admirez le plus ? Paul Allen, cofondateur de Microsoft. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Learn Better. C'est un bouquin sur l'apprentissage. Évidemment. Quelle est votre plus grande peur ? Alzheimer. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier ? C'est-à-dire mon cours en ligne. Quel animal vous représente le mieux ? Le caméléon. Quel livre offririez-vous en premier ? Mastery de Robert Greene. Quelle application utilisez-vous le plus ? Google Agenda. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? La côte ouest, à la mer. Quel est votre film ou documentaire préféré ? J'aime bien les documentaires animaliers. Et quel est votre podcast préféré ? À partir de maintenant, le Manal Show. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? Me frotter la barbe. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? L'idée qu'on peut devenir qui on a envie de devenir simplement en apprenant à le devenir. Si vous disposiez de 100 € et pas 1 € de plus, dans quoi les investiriez-vous ? Un carnet de notes, de la nourriture. Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain ? Répondre à certains emails. Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite ? Elon Musk. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ? Trouve-toi des addictions positives. Quel est votre plus grand regret ? De ne pas avoir plus étudié l'ingénierie informatique. Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous ? Je dis à Elon Musk, mais je suis pas sûr qu'il veuille déjeuner avec moi. Pourquoi pas, il faut tenter. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui ? L'impact social. Et ce qui vous plaît le moins ? Je suis assez comblé. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? Calme.
Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Trop calme. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Je lis et je donne un peu de douceur à ma copine. Merci beaucoup Guillaume d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé vos précieux conseils. Alors juste petit focus sur la côte ouest pour aller se ressourcer. Vous parlez de la côte ouest en France ou aux États-Unis ? Alors, tiens, c'est marrant, la côte ouest aux États-Unis, c'est un endroit qui me fascine, où je suis déjà allé, où j'aimerais bien passer plus de temps, mais c'est pas là-bas que j'irai me ressourcer, c'est plutôt là-bas où j'irai travailler, très dur. Là, je parlais de la côte ouest en France. Okay. Je suis originaire de Charente-Maritime. D'accord. Du coup, j'ai de la famille là-bas, donc quand je veux me ressourcer, je vais en famille. Très jolie région, tout s'explique. Mais bon, moi perso, ça reste quand même la côte ouest des États-Unis. J'adore la Californie et précisément San Diego, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui le savent déjà. En tout cas, merci beaucoup Guillaume. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver ? Bien, sur Open Classroom, il suffit de trouver le cours Apprenez à apprendre. Si ça vous a plu, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn. De toute façon, je partage la référence sur le site aussi, lemanalshow.com. Et si vous voulez ajouter Guillaume dans votre réseau LinkedIn, c'est Guillaume par vous. C'est ça. Merci Guillaume, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Eh bien, je vous en souhaite tout autant. Salut Onur. Salut Manal. Comment ça va aujourd'hui ? Écoute, très bien et toi ? Écoute, très bien, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle chronique. Alors de quel livre vas-tu nous parler ? Alors aujourd'hui, je vais parler du livre Essentialisme écrit par Greg McKeown, qui est conférencier, consultant leadership et auteur. L'intention de ce livre est de présenter un nouveau mode de vie et de productivité en se disciplinant à faire moins mais mieux pour se concentrer sur ce qui est le plus important pour accomplir ses objectifs. Ah, sujet très très intéressant parce que beaucoup d'auditeurs nous disent avoir des problèmes justement à se fixer des objectifs et on sait à quel point il est difficile de garder une certaine discipline. Donc Onur, on t'écoute tous avec beaucoup d'attention. Ouais, un coup de pression. Un coup de pression dès le départ. Alors, si quelqu'un ne fait rien, cela signifie bien sûr qu'il ne fait rien d'important. Parce que là, je pense que c'est manifeste. Cependant, si vous acceptez de tout faire, eh bien, vous finissez par ne rien faire aussi. Ces deux dispositions sont mauvaises et sont le résultat de ce que les chercheurs appellent l'impuissance apprise. C'est un phénomène qui a été observé à l'origine lors d'une expérience au cours de laquelle des chiens ont reçu des chocs électriques. Dans le premier groupe, on a placé des chiens qui pouvaient arrêter les chocs en actionnant un levier. Dans le second groupe, les chiens ne pouvaient pas arrêter les chocs parce que le levier ne marchait pas. Et bien plus tard, lorsque les deux groupes de chiens ont été placés dans un grand box avec une séparation entre une zone de choc et une zone sans choc, les chiens du premier groupe qui avaient eu la chance d'arrêter les chocs avant se précipitaient aussitôt dans la zone sans choc, tandis que ceux dont le levier ne marchait pas, eh bien, ne l'avaient pas fait. Ils étaient allongés et apparaissaient comme vaincus, acceptant leur propre sort. Pourquoi ? Eh bien parce que les chiens du second groupe avaient appris à être impuissants et à accepter leur sort. Donc la leçon, si j'ai bien compris, à retenir, c'est qu'en choisissant de rester passif, de ne rien faire, on renonce à notre pouvoir de choisir, comme les chiens dans l'expérience. C'est ça l'impuissance apprise. Oui, tout à fait. Il faut un peu imaginer ça comme le fait que nous vivons dans un océan d'informations où il devient de plus en plus difficile d'identifier et de distinguer nos véritables priorités. Parmi nous, il existe des personnes qui ont appris à s'organiser et qui savent naviguer dans toutes les mers, tandis que d'autres surnagent et boivent la tasse parce qu'ils ont le sentiment d'être complètement dépassés par les événements et pensent devoir tout faire. Eh bien, le problème, nous dit McKeown, est que si vous n'établissez pas vos priorités, eh bien, vous laissez les autres le faire pour vous. Lorsque vous vous retrouvez toute la journée à dire « je dois faire ci » ou « je dois faire ça » encore et encore, eh bien, il est probable que vous avez donné aux autres, dans une certaine mesure, le pouvoir de choisir pour vous. Alors, comment faire pour retrouver ce pouvoir de choisir pour soi ? Eh bien, McKeown nous invite à rétablir nos priorités en nous concentrant sur 4 principes. Le premier principe est de faire moins, mais mieux, en identifiant et en se débarrassant des choses moins importantes afin de faire ce qui est essentiel pour vous. Le deuxième principe est de comprendre qu'il n'est pas nécessaire de tout faire. Au contraire, mieux vaut faire de grands pas dans une seule direction que de se déplacer d'un tout petit millimètre dans toutes les directions. Le troisième principe est de se demander si ce que nous faisons maintenant en vaut la peine ou s'il existe de meilleures façons d'investir notre temps et notre énergie. Pour cela, nous pourrions par exemple prendre une pause d'au moins un petit quart d'heure chaque jour pour nous donner le temps de réfléchir et d'évaluer à ce qui pourrait être amélioré dans la poursuite de nos propres objectifs. Le quatrième et dernier principe est d'avoir une exécution fluide en s'assurant que tout ce que nous faisons agit en notre faveur sur le long terme grâce à une routine, donc des habitudes, qui soutiennent nos objectifs. Alors, est-ce que, Onur, tu as des conseils concrets à donner pour appliquer un de ces principes ? Oui, j'ai même 2 conseils pratiques. Le premier est d'appliquer ce que l'auteur appelle la règle des 90%. Le principe est simple.
Pour chaque chose à faire ou décision à prendre, il suffit de retenir uniquement le critère le plus important et de lui donner une valeur entre 0 et 100. Tout ce qui est considéré en dessous de 90, donc même un 89, est donc considéré comme un 0 et donc disparaître. Par exemple, Manal, dans notre liste de choses à faire, nous pourrions nous demander dans quelle mesure cette tâche nous aide-t-elle vraiment à progresser vers l'objectif le plus important. En fait, en somme, c'est de prioriser ces tâches. Exactement. Et le deuxième conseil pratique est de toujours ajouter 50% du temps dont nous pensons avoir besoin dans une tâche pour tenir compte des imprévus. Et ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Par exemple, si nous pensons que la rédaction d'un article nous prendra 2 heures, on prévoit alors 3 heures dans son calendrier. Si nous estimons que nous allons prendre 30 minutes pour arriver à un rendez-vous, on prévoit 45 minutes, et ainsi de suite. C'est vrai que moi, par exemple, quand je fais des interviews avec mes invités, je prévois toujours 1 heure d'interview, mais en général, on va beaucoup plus loin. Donc, j'ai toujours 30 minutes ou 45 minutes en plus pour pouvoir faire mon interview sans stress et avoir le maximum de contenu inspirant. Et c'est justement, Manal, ce temps supplémentaire qui te permet de laisser justement la place pour la respiration, pour t'aider aussi à ne pas paniquer en cas d'imprévu, c'est très important aussi. Et c'est aussi très pratique pour ne pas arriver en retard. Mais dans ce cas-là, je vous recommande de toujours partir un quart d'heure plus tôt que prévu. Et en guise de conclusion, je vous dirais de vous rappeler que si vous n'avez pas de priorité, eh bien vous laissez les autres les définir à votre place. Donc si on n'a pas de priorité, on laisse les autres les définir à notre place. Ça, c'est quand même intéressant comme principe, tu vois. C'est la première fois que j'entends ça. Merci beaucoup, Onur, pour cette chronique. Moi, je ne connaissais pas ce livre. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre et l'auteur ? Alors, le titre, c'est « Essentialisme, faire moins mais mieux, l'art d'être réellement efficace » de Greg McKeown. Très important en tout cas de définir ses priorités, ses objectifs. C'est un livre qui a l'air passionnant et que j'ai vraiment envie de découvrir. Donc pour le coup, bien sûr, je vais partager la référence de ce livre sur le site lemanalshow.com. Je sais aussi que tu as écrit un article complet à ce sujet que vous pouvez toujours retrouver sur le site. Et bien sûr, pour celles et ceux qui ont envie d'aller plus loin, je ne peux que vous recommander de vous abonner à la super newsletter d'Onur, La Minute Essentielle. Donc ça, on peut aller directement sur ton site. Tout à fait, www.onurkarapinard.com/newsletter. Vous laissez votre meilleure adresse mail et vous allez voir, vous allez recevoir des pépites chaque mardi. Merci beaucoup, Onur. Merci à toi, Manal. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, je vais partager avec vous mes 3 meilleurs conseils pour apprendre à apprendre de manière efficace. Conseil numéro 1, utilisez les bonnes méthodes. Quand on est à l'école, l'objectif, c'est d'avoir les meilleures notes possibles pour passer au niveau supérieur. Et très souvent, on pense que la meilleure façon d'y arriver, c'est d'apprendre nos cours par cœur, mais en faisant ça, on se focalise simplement sur le résultat en lui-même, et pas sur la manière d'atteindre cet objectif. Selon moi, il nous manque les bonnes méthodes pour être capable d'apprendre n'importe quoi, n'importe quand, et surtout, de comprendre ce qu'on est en train d'apprendre, sinon ça n'a pas de sens. Mon invité, Guillaume Parou, nous a donné un excellent conseil, celui de varier notre manière d'apprendre, d'utiliser plusieurs approches différentes pour comprendre comment fonctionne notre cerveau. Écouter, lire, regarder, expérimenter, autant de façons d'apprendre que vous devez appliquer pour mettre tous vos sens en éveil. Une chose est sûre, ce n'est pas en restant 7 ou 8 heures d'affilée sur une chaise qu'on apprend quelque chose de manière efficace. Alors changez vos habitudes si vous souhaitez avoir des résultats différents. Conseil numéro 2, détachez-vous émotionnellement et ayez une vision pragmatique de ce que vous devez faire. Donc ne partez pas défaitiste en vous disant que vous n'y arriverez jamais. Malheureusement, c'est très souvent ce que j'entends autour de moi. Prenez du recul et décomposez votre projet d'apprentissage en plusieurs parties. Définissez d'abord clairement votre objectif. Tiens, prenons un exemple. Celui d'être capable de faire une interview de 30 minutes en anglais. Ça vous rappelle sûrement quelque chose. Ensuite, déroulez un plan d'action sur une durée limitée pour vous donner une deadline. C'est en ayant un temps bien défini qu'on arrive vraiment à avancer. Si c'est trop flou, vous trouverez toujours des raisons pour reporter au lendemain. Agissez par petits pas. Inutile de vous mettre la pression, soyez régulier dans vos efforts et c'est exactement de cette manière que vous arriverez à atteindre votre objectif. Conseil numéro 3. Prenez des risques. Je sais, ça revient très souvent dans le Manal Show, mais c'est l'un des plus grands enseignements que je retiens de mes entretiens avec mes invités. Quand je dis prendre des risques, je veux dire par là, sortez de votre zone de confort. Faites des choses différentes, des choses qui vous font peur. Oubliez les règles, ou encore mieux, définissez vos propres règles. La meilleure façon d'apprendre à apprendre, c'est de vivre soi-même ses propres expériences. Et ce n'est pas parce que vous avez fait telle ou telle chose d'une certaine manière toute votre vie que c'est une bonne chose pour vous. Au contraire, on m'a toujours dit qu'il fallait avoir de bonnes notes pour réussir dans la vie.
Et j'ai découvert, quelques années plus tard, que c'est en échouant qu'on devient meilleur et qu'on se donne un maximum de chances de réussir. Pour finir, je dirais que pour moi, apprendre à apprendre, c'est se responsabiliser et compter sur soi-même pour être capable d'évoluer et de s'adapter aujourd'hui, demain ou dans 20 ans, en ayant toujours une longueur d'avance. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et si vous avez apprécié cet entretien, prenez simplement 2 petites minutes de votre temps pour laisser un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée comme Spotify ou Castbox. Faites-le, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission, alors je compte sur vous. Et si vous souhaitez recevoir toutes les références citées dans cet épisode, mes conseils et mes meilleures recommandations, vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous abonner à ma newsletter sur lemanalshow.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!